La vidéo que vous allez voir a été tournée en octobre 2024. On n'est plus début octobre 2024, vous allez voir avec la longueur des cheveux. Mais je me suis dit qu'entendre parler des romans de la rentrée littéraire de septembre 2024, même si on est en 2025, ben, c'était quand même correct. Dites-moi que c'est pas trop tard. Allô, c'est Karine de Mon Point Lecture et bienvenue dans cette troisième vidéo où je vais vous parler de mes récentes lectures de romans de la rentrée littéraire 2024. Si on se souvient, je vous ai parlé de quelques romans dans ma vidéo vlog chalet avec les copains et je vous ai fait 2 vidéos dédiées où je parlais de 4 romans de la rentrée littéraire dans chaque vidéo. Aujourd'hui, j'en ai 9 dont il faudrait que je vous parle et je pense que je vais faire ça dans une seule vidéo parce que vous allez vous tanner si je sépare encore 4 puis 5, ça va faire 4 vidéos, trop longue série, voyez-vous? Bref, on essaie d'y aller avec une seule vidéo où je vais vous parler des 9 romans de la rentrée littéraire que j'ai lus et dont je ne vous ai pas encore parlé. Ma première lecture m'a amenée au Venezuela avec une histoire de famille empreinte de réalisme magique. J'ai donc lu Le rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. En fait, on sent l'influence de Gabriel García Márquez, mais c'est moins long, puis un petit peu moins sexiste à l'occasion. Non, pas mal moins sexiste. C'est donc une histoire qui va se passer sur 4 générations, assez typique de la littérature de l'Amérique du Sud d'une certaine époque. Ben, en fait, je dis d'une certaine époque parce que je sais pas trop ce qui se fait actuellement en Amérique du Sud. Oui, vive mon inculture. Mais on a donc 4 générations et c'est l'histoire familiale qui est l'histoire familiale de Miguel Bonnefoy. Encore une fois, mes billets de blog sont ici. C'est pour ça que je regarde tout le temps par là puis que je pointe tout le temps par là. Et ça commence avec son aïeul Antonio. Antonio, il a été laissé bébé sur le pas de la porte d'une église, je crois. En tout cas, ils l'ont abandonné en quelque part et c'est une vieille dame, la muette, qui va s'en occuper et ce jeune-là va partir de rien et va devenir l'un des plus grands médecins du Venezuela. En parallèle, on suit l'histoire de Maracaibo, qui est la ville en question, et vous pouvez vous imaginer l'influence que cet ancêtre fabuleux va avoir sur les générations suivantes. Est-ce que c'est un roman qui va me marquer? Écoutez, je le sais pas. Je vais laisser passer du temps pour être capable de vous le dire, mais pendant ma lecture, j'ai été transportée dans la touffeur de ce pays, dans la moiteur ambiante. On a des personnages plus grands que nature qui apparaissent, qui disparaissent à mesure du récit. C'est super bien écrit, c'est souvent lyrique et ça colle au propos qui est un peu onirique à l'occasion. Antonio, c'est un personnage qui est fascinant. En effet, il a été trouvé, il a été vendeur de cigarettes dans la rue, employé d'une maison close. Il a réussi à faire son chemin et il a trouvé la compagne idéale en Anna, personnage que j'ai adoré, premier médecin femme au Venezuela. Ce couple-là va être presque avalé par ses rêves, mais va laisser derrière eux une trace qui est fabuleuse. Et tout ça s'est mélangé avec, comme je disais, l'histoire du pays. On a des pirates là-dedans, des marins. Les grands rêves vont côtoyer les révolutions et bref, ça a tout pour plaire. Il reste juste à voir si ça va passer l'épreuve du temps. Oui, ça a un petit côté Gabriel García Márquez, mais disons que le traitement des personnages féminins est plus moderne. Bref, une bonne lecture et on regardera à la fin de l'année ce qu'il me reste comme souvenir. Ensuite de ça, on y va avec un roman que j'ai vu encensé partout. Et là, c'est vraiment à cause de ça que je l'ai lu parce que c'est un roman écologique et moi, j'en ai lu beaucoup et ça me fait anxiogéniser, c'est épouvantable, ça m'empêche de dormir. Parce que d'un côté, je trouve ça terrible, de l'autre côté, je sens que j'ai pas de pouvoir, puis de l'autre côté encore, je sens que j'en fais pas assez parce que je suis pas capable de renoncer au voyage, je suis une mauvaise personne, je sais. Mais celui-là, il y avait tellement tout pour me plaire que je me suis dit que j'allais me lancer. Bon, je vais être franche, c'est une lecture qui a été faite de haut et de bas, ça aurait tellement pu être pour moi, tellement, mais il y a des bouts où je me suis tellement ennuyée. Je le sais pas, j'ai de la difficulté à en parler parce que le propos est intéressant, le processus aussi aurait pu l'être, mais avec moi, ça n'a pas tant fonctionné. J'ai pas eu ça, là, c'est un genre de 3.5 étoiles, mais on m'avait tellement dit que ce serait là que j'étais déçue d'être déçue. Bon, je vous explique de quoi ça parle. On est à Berkeley, on est en 1973, département de mécanique des systèmes. On a un professeur qui est quand même très charismatique, et quand même un petit peu autocentré, un tout petit peu. Et lui, il recrute une équipe de 4 jeunes chercheurs dynamiques pour essayer de travailler sur le système monde et d'essayer de prédire ce qui va arriver, bref, l'avenir de la planète à l'aide d'un ordinateur IBM surnommé Gros Bébé.
Il y a 4 jeunes, un couple d'Américains, les Dundee, un jeune Français Ikeda-Isak, puis un jeune prodige des maths norvégien qui va se ramasser là-dedans et qu'on se demande pourquoi, en fait. Le rapport qui est produit, il est épouvantable. Ce que ça dit, c'est que si on ne change pas les habitudes de consommation, l'humanité ne va pas survivre, ou du moins va avoir une grosse décroissance vers 2050. Ce sont 4 personnalités différentes, comment ils vont réagir à tout ça, comment ils vont réagir au fait qu'après une hype au début, tout le monde s'en fout en fait, personne ne veut rien changer, et comment ils vont évoluer à travers les années après tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur s'est basé sur une vraie histoire pour écrire cette histoire-là. En fait, il y a un tel rapport qui a été produit, mais pas par ces gens-là, pas du tout, et les conclusions étaient à peu près les mêmes, et ce qui est arrivé avec le rapport était à peu près la même chose, c'est-à-dire pas mal tabletté après une hype au départ. Est-ce que ça m'aurait intéressé plus d'avoir les vraies personnes? Écoutez, je le sais pas. Peut-être que c'était pas du tout intéressant. Mais ce que j'espérais, c'était que l'auteur aille explorer les effets sur la personne après. Comment ils vont réagir après ça? Et c'est un peu ce qu'ils font, mais c'est pas toujours intéressant. Bien entendu, ça va parler de désillusion, ça va parler des politicailleries. C'est tellement enrageant, là. Lire ça, c'est... Oh mon Dieu que ça fait fâcher. Tout le monde ne pense qu'à son propre intérêt, c'est anxiogène. Tu lis ça, tu te dis « Oh mon Dieu, c'est la fin du monde. » C'est clairement la fin du monde. Puis en plus, ça nous remet en question, tu sais, est-ce que je suis vraiment en train d'aider tant que ça? Dans mon cas, pas tant. Je regarde le nombre de livres ici, puis pas tant. Pour la plupart des gens, la partie mécanique des systèmes et les maths, c'était pas super intéressant. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Les maths me fascinent. Je suis ce genre de personne, ne pas taper. Et les 4 protagonistes, en fait, j'ai pas eu l'impression de les connaître vraiment. Donc, je me suis pas attachée. On les voit au début. Après ça, il y a un journaliste qui arrive en plein milieu du roman. Tu te dis, OK, ça va repartir. Parce que le bout avec le français, là, ça a failli avoir ma peau, sérieux. Oh mon Dieu que c'était plate. Excusez, j'ai-tu vraiment dit ça? En tout cas, pour moi, c'était plate. Excusez. Donc, le journaliste part à la recherche de Gudson, qui était le Norvégien qui est un petit peu disparu. Et au-dessus de tout ça, il y a l'ombre de Una Bomber, qui a été enseignant à Berkeley. Pourquoi il est là? On comprend, mais pourquoi? C'était pas si nécessaire que ça. Bref, après que l'enquête soit repartie, on dirait que pour moi, ça leur tombé. C'est pas une mauvaise lecture, ça aurait pu fonctionner et d'après ce que je peux voir, pour la plupart des gens, ça a fonctionné. Mais pour moi, je sais pas, il manquait un côté romanesque peut-être. Ouais, peut-être c'est ça. Bref, demi-teinte, mais si vous l'avez lu, je suis hyper curieuse de connaître vos opinions. Dites-moi ça en commentaire. Prochain roman, La barque de Masao d'Antoine Choplin. C'est ma première rencontre avec cet auteur que mon amie Lisa aime énormément. Ça fait longtemps que je vais le découvrir. Ce roman-là se passe au Japon. Je suis allée au Japon. Je me suis dit, c'est un signe, donc on est allé. Et qu'en pensez? C'est un roman dont j'ai de la difficulté à parler, en fait. J'ai de la difficulté à savoir ce que j'en ai pensé, puis jusqu'à quel point j'ai aimé. J'ai passé un bon moment de lecture, mais ça se passe au Japon, mais ça aurait pu se passer n'importe où ailleurs. Je me suis pas sentie au Japon. Même si on sent que le style un peu dépouillé, un peu épuré, ça veut copier ça un peu, mais on dirait que ça n'a pas tant fonctionné pour moi. Je parle du style, là, pas de l'histoire, parce que l'histoire, je l'ai trouvée intéressante, j'ai trouvé ça agréable à lire. Mais ce qui m'a empêché de me croire au Japon, moi, c'est la notion des traditions et des politesses. Tout est tellement codé au Japon que le fait que ça ne le soit pas tant que ça ici, je trouvais ça particulier. Bon, peut-être qu'on est dans une autre classe que les classes que j'ai lues habituellement dans la littérature japonaise. Ici, on a un homme, Masao, qui fait partie de la classe très très populaire, c'est un ouvrier. Et c'est peut-être pour ça. Peut-être que c'est ma faute, là, que ma culture littéraire japonaise n'est pas assez grande. Une fois que j'ai arrêté de me dire que je me sentais pas au Japon, j'ai beaucoup aimé ça. Comme je disais, notre personnage principal est ouvrier, il travaille dans une usine et il a eu une fille. Un jour, sa fille débarque à la sortie de son travail, elle est devenue architecte et sur une île très près va s'ouvrir un musée pour vraiment une seule œuvre, un genre de concept muséal et c'est elle qui va le construire avec d'autres architectes, du moins je pense. En tout cas, elle travaille là. Elle a été élevée par ses grands-parents maternels. Elle a une culture qui est très différente de la sienne. Et ils vont se rencontrer, ils vont se raconter un peu leur histoire. Et à leur façon, c'est-à-dire une façon qui est quand même très délicate, chacun d'entre eux va faire visiter à l'autre sa vie d'une certaine façon. Donc, ça a l'air de rien dit comme ça, mais il y a beaucoup d'amour derrière tout ça. Bizarrement, on le sent et beaucoup de soif de connaissance de l'autre. Et c'est cet aspect-là qui m'a plu. On s'entend, Masao, au départ, il se sent moins parce qu'il n'y a pas la même culture, parce qu'il n'a pas eu la même éducation, il n'a pas eu la même chance, parce qu'il n'a pas su sauver son grand amour, c'est-à-dire la mère de cette jeune fille-là non plus.
Et cette rencontre-là avec une fille qui est brillante, qui est cultivée, qui a tout pour elle, ben ça sera pas nécessairement évident, même si ça va pas clasher, mais on sent que ça lui fait quelque chose là, au niveau de sa représentation de lui-même. Et ça va évoluer au cours du roman. La rencontre est émouvante, ils vont apprendre à s'estimer, ça parle d'art aussi, ça parle de l'éveil à l'art, de l'ouverture à la beauté, aux différentes formes qu'elle peut prendre et ils vont se raconter. C'est une histoire qui est assez contemplative, c'est lent. Quand j'ai tourné la dernière page, j'ai dit « Ah, ça finit comme ça ». On se sent laissé un peu abandonné au milieu. Tu sais, le chemin qu'on parcourt, il n'est pas clairement défini, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, j'ai passé un bon moment de lecture tout en délicatesse. On continue avec Cœur d'amande de Yasmina Khadra. Si j'avais pas vu le nom de l'auteur et que j'avais juste lu le roman, là, jamais j'aurais pensé que c'est Yasmina Khadra qui avait écrit ce roman-là. J'ai eu l'impression d'être dans un roman feel-good, plein de bonnes intentions parisiens avec des gens écorchés qui vont apprendre à s'aimer et à s'aider. C'est ça. Et vous savez que c'est pas tant mon trip, hein? Fait que vous pouvez vous imaginer que ça a pas tant marché. Tu sais, on est quand même loin des romans hyper durs sur le Moyen-Orient que j'ai lus de lui. C'est deux mondes. Le personnage principal s'appelle Nestor, il est dans la trentaine, c'est une petite personne, il se décrit comme un nain. Et au début du roman, il vient de perdre son travail de vendeur, il n'y avait plus assez de boulot pour deux personnes, puis bon, Nestor il fait moins pitié que l'autre et il trouve ça tout à fait normal. Bref, c'est une bonne personne avec un grand B. Il y a des petits côtés canailles là, mais il est une bonne personne. Il connaît tout le monde dans le quartier, il est ami avec un peu tout le monde et lui il a été abandonné à la naissance par sa mère parce qu'elle avait honte de sa difformité, elle l'a laissé à sa grand-mère et il habite depuis plusieurs années avec sa grand-mère. Mais là, sa grand-mère, elle vieillit, elle va de moins en moins bien et elle perd un petit peu la tête. Alors vous imaginez qu'il va se passer des trucs et que ça va faire réagir. Comme je vous dis, des romans avec une petite morale et plein de bons sentiments, ce n'est pas pour moi. Je pense que j'en ai trop lu, j'en ai aimé plusieurs, mais là, on dirait que ça m'intéresse juste plus. Ce n'était pas un roman pour moi, il va plaire à d'autres. Pour moi, c'est vite lu, vite oublié. On a parlé d'une superbe représentation d'une personne en situation de handicap. Je veux bien. C'est un jeune homme qui est positif, qui avance, il voit le bon côté des choses. Je veux bien, mais je sais pas, ça m'a pas tant intéressé pour autant non plus. Puis c'est dommage parce que la différence, l'amitié, les familles choisies, la solidarité, c'est des choses qui peuvent me plaire, mais il faut pas qu'on me les jette en pleine face. Tu sais, j'ai besoin qu'on me les propose, qu'on ne me les garoche pas. Je pense que ce qui m'a le plus dérangé dans tout ça, puis c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Moi, avec l'injustice, la condescendance, j'ai vraiment de la difficulté. Il y en a beaucoup là-dedans. Il y a un personnage qui apparaît tout d'un coup, là. C'est comme, mais fais quelque chose, mais lui, on dirait il sait que ça marchera pas parce qu'il a trop vécu d'obstacles dans sa vie. Il laisse faire, c'est comme, mais... Ah, Seigneur, mais pourquoi t'agis comme ça? Tu sais, on a un personnage qui vient saccager sa vie avec une attitude tellement entitled. J'ai de la misère à trouver un mot en français, mais c'est comme, tout lui est dû, mais là... Ah mon Dieu, excusez. Tu sais, l'attitude des autorités, c'est dégueulasse. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu dans tout ça. Bon, l'évolution du personnage est intéressante. J'ai plus ou moins compris la relation d'amitié presque imposée. Par contre, la finale, quand on parle plus du quartier, il y a des choses que j'ai aimées. Il y a des aspects qui sont quand même émouvants. L'entraide, ça m'a plu. Mais je dois avouer que pour moi, c'était trop peu trop tard et que ça a été une déception. Donc, si vous avez aimé, expliquez-moi pourquoi. Je veux savoir. Prochaine lecture, Le courage des innocents de Véronique Olmy. J'ai été attirée vers ce roman-là parce que ça parle de protection de l'enfance. C'est un thème qui m'intéresse, même si ça me fait toujours un peu peur, parce que des fois, ça manque de nuances. Il y a toujours tous les bons, tous les méchants, et dans la vraie vie, c'est pas si clair que ça. J'ai toujours peur que le traitement soit trop simpliste, trop manichéen. Bref, ça passe ou ça casse. Ici, on est avec Ben, qui est un jeune activiste impliqué dans tout plein de causes. Lui, il est un peu bohème. Il n'y a pas de problème à dormir sur le bord des routes, à manifester. On est vraiment dans tout ça. Et un jour, il apprend que son petit frère a été placé en foyer d'accueil. Pas en famille d'accueil, là, en foyer de groupe. C'est son demi-frère. En fait, ils ont la même mère, mais pas le même père. Et le papa, il l'aime pas tant que ça parce qu'il n'a pas toujours été correct. Alors, lui qui veut sauver le monde, il va partir. Il dit « Je vais le sortir de là ». Ça commence comme ça. C'est la première partie du roman. Et cette partie-là, je l'ai beaucoup aimée. Pourquoi je dis ça?
parce que, en fait, j'ai eu l'impression de lire deux romans différents. On a cette première partie-là où on rencontre Ben plus jeune avec son petit frère. Il va être confronté aux limites du foyer d'accueil, aux limites de la protection de la jeunesse. On sent tout l'amour qu'il a pour son petit frère. Il va rencontrer des enfants qui vont le toucher également. Tu sais, autant il y a quelques minutes, je vous disais que les bons sentiments, les sauveurs, ça me fatiguait. Ici, je trouvais ça super bien fait. Je trouvais que l'évolution de sa façon de voir les choses, de ses sentiments, c'était réaliste, c'était nuancé. Et il y a une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est celle où ça parle des rêves des jeunes. Quelques lignes, que j'ai trouvé ça beau. J'ai vraiment trouvé ça beau. Et là, on arrive à un certain événement, et moi, je voudrais connaître les réactions de Ben face à cet événement-là, qui va peut-être un peu changer sa vision des choses. Et là, boum! Fondu au noir, tome 2, on s'en va en Ukraine. On est quelques années plus tard, Ben, il a une copine et il décide, sans le dire à personne, d'aller livrer des médicaments en Ukraine. Comme plusieurs qui vont faire face à la guerre, il va se laisser happer par tout ça, il va réaliser l'horreur de la guerre et la vacuité de certains de nos gestes quotidiens comparativement à tout ça. Parce qu'en plus, il va rencontrer encore une fois l'enfance va le chambouler, va complètement le virer de bord. Il est dans un univers auquel il ne connaît rien, il arrive un peu en touriste dans tout ça. Même s'il est rempli de bonnes intentions, on est dans un monde inimaginable, un monde où il y a des bombes partout, où on ne peut se fier à personne, où le pire arrive. Genre, l'humanité, là, elle touche le fond. J'avoue que ça m'a pris un peu de temps à être impliquée dans cette deuxième histoire et c'est dommage parce que c'est hyper intéressant et c'est fâchant, mais c'est fâchant. On dirait que la plupart des romans de la rentrée littéraire sont épouvantables. On a les horreurs de partout ces temps-ci. On dirait que ça va pas bien. On dirait que ça va pas bien dans le monde. Est-ce que ça se peut? Et ce roman-là va quand même mettre en lumière un fait qui est terrible, c'est-à-dire que les enfants ukrainiens sont carrément enlevés à leur famille pour être donnés à de bonnes familles russes, parce que bon, un, ça fait bien paraître, et deux, comment mieux endoctriner et faire perdre une guerre qu'en volant les enfants et en leur donnant les autres valeurs qu'on voudrait leur inculquer. C'est horrible, oh my god! Et tout est fâchant dans ce roman-là, la guerre qui s'éternise et qu'on semble presque oublier les petits abus de pouvoir. J'ai aussi apprécié le discours sur les effets de la guerre, sur ceux qui arrivent là un peu comme ça. Par contre, sur le même sujet, j'ai préféré un roman de Chalandon que j'ai lu l'année dernière, je crois, que je trouvais que c'était plus fort. Mais ici, c'est intéressant quand même. Bref, c'est une lecture que j'ai aimée, mais j'ai l'impression d'avoir lu 2 livres, puis j'ai eu un creux. Bref, vous verrez, un thème qui est nécessaire, il y avait vraiment de quoi faire 2 romans. Il aurait fallu un tome 1 puis un tome 2 en fait. Finalement, cette rentrée littéraire nous réservait une surprise, c'est-à-dire un tome 2 au roman Brooklyn de Colm Tóibín. Brooklyn, ça a été publié il y a quelques années. J'avais adoré ça, j'avais adoré le personnage de Alice Lacey. Et ici, le tome 2 s'appelle Long Island. Si vous n'avez pas lu le tome 1 et que vous voulez le lire, je pense que ça va être un peu spoilant. Je vous le dis, là, je suis pas sûre que vous devriez m'écouter passer au jalon suivant. Sachez que j'ai aimé beaucoup plus le tome 1 que le tome 2, mais que le tome 1 vaut vraiment, vraiment le coup parce que juste le début, ben, ça explique un peu la fin. Donc c'est bon, ceux qui restent veulent entendre. Go, on y va. On est 20 ans plus tard et Alice est mariée avec Tony depuis plusieurs années. Elle habite dans un petit pavillon quand même assez bourgeois et autour d'elle, il y a toute sa belle famille. La belle-mère, les frères, tout le monde est là. Elle est entourée de sa belle famille italienne. Ils ont 2 enfants, ça semble bien aller, elle a un travail, sauf qu'un jour, elle réalise que son plombier de mari a peut-être pris trop au sérieux sa job de plombier et de ramonage de tuyaux. Bref, un jour, il y a un homme qui sonne à sa porte et dit « Écoute, ma femme est enceinte, le père, c'est ton chum, je vous annonce que quand le bébé va naître, je le dépose à ta porte et tu géreras le problème, moi je m'en lave les mains. » Alice, elle n'a aucunement l'intention d'élever le bébé d'une autre. Puis là, elle se rend compte que, oups, peut-être que non seulement Tony savait, mais que sa belle famille a une autre idée. En tout cas, oh my god! On est quand même dans une autre époque, ces pauvres hommes qui ne savent résister à la tentation. Alice, elle décide que si sa mère décide d'élever le bébé, à Saxon-Camp et pour prévoir le coup, elle décide de retourner en Irlande. Sa mère va avoir 80 ans et dans le fond, ça lui donne une excuse pour sacrer son camp. J'aurais tellement aimé ça autant que le premier. Je la connais, Alice. Oui, elle a vieilli, elle a compris que des fois il fallait faire avec, mais ça reste un personnage hyper complexe, très imparfait. Elle est toujours calme au dehors, mais elle reste bouillonnante à l'intérieur. Et en plus de ça, elle est bourrée de contradictions.
Dans la première partie, avant qu'elle parte en Irlande, j'ai beaucoup aimé la dissection du milieu familial, les petites humiliations, les petites piques, la misogynie, la belle-mère. Oh my God! Tu sais, tout est en secret, mais tout le monde est au courant. Personne ne se dit rien, mais tout le monde sait tout, là. C'est épouvantable. Par contre, à partir du moment où elle s'en va en Irlande, là, il y a des longueurs. Et mon problème en Irlande, là, c'est que tout le monde m'a tapé ses nerfs. La mère d'Ailis, c'est une chippie, mais une chippie. Sa meilleure amie, au début, Nancy, je l'aimais bien, mais à la fin, son évolution, c'est comme... Qu'est-ce qui se passe? Jim qui se décide pas. Tu sais, d'un côté, j'avais hâte que ça finisse parce que ça traînait un peu en longueur, mais de l'autre, je me disais, peu importe la fin qu'il choisit, il n'y en a pas une qui peut me plaire. Et celle qu'il a choisie ou pas, je suis pas sûre si ça me plaît tant que ça non plus. Mais quand elle revoit The One Who Got Away, ou en tout cas pas tout à fait, mais quand même vous voyez la référence. Au début, là, j'ai eu peur qu'on se ramasse dans un film Hallmark de petite ville, de retrouvailles et blablabla. Mais finalement non, parce qu'elle reste mariée et puis lui, il a ses cachettes également. Bref, ça reste complexe, ça peut pas être simple. Donc, ma lecture est en demi-teinte. Ça m'a donné envie de revoir Ailis plus jeune et de relire Brooklyn. On croise également Nora Webster, qui est un autre roman de l'auteur. On sait pas tant de choses d'elle, c'est pas grave si on l'a pas lu, là, mais là, j'ai le goût de le lire. Et savez-vous quoi? J'aimerais vraiment ça savoir ce qui va arriver à Ailis 5 ans plus tard, une fois qu'elle va avoir fait un petit peu de ménage dans tout ça. Donc, s'il y a un tome 3, croyez-le ou non, je vais le lire. On continue avec Le Bastion des larmes d'Abdella Taya. Ce roman-là, c'est un roman qui polarise. Soit on aime beaucoup, soit on déteste. Moi, je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé parce que j'aime ces constructions un peu dans le flou mou, les constructions qui se baladent un peu n'importe comment. Surtout quand on a des cerveaux de personnages qui vont pas bien et que tu te dis oui, ça se peut que dans sa tête, ça se passe de même. Le personnage principal s'appelle Youssef, il est né au Maroc, il habite en France, il est enseignant, il est homosexuel et il est né dans une famille où il y avait plusieurs sœurs, 6 sœurs je crois. Sa mère est décédée et parce que c'est le fils, le plus vieux des fils, il va devoir aller liquider l'héritage familial, liquider l'appartement de sa mère. Et revenir là-bas, ça va faire qu'il va se souvenir, il va revoir des choses et il va être confronté à la famille qui est encore au Maroc. Et c'est pas toujours si simple parce qu'il ne fait pas bon d'être gay au Maroc, du moins pas à cette époque-là. Maintenant, probablement aussi, parce que je pense que ça se passe maintenant. Je sais pas, dites-moi, je suis pas au courant de toute la situation. Je vais commencer par un aveu par contre. Je n'avais jamais lu cet auteur-là et quand je l'ai lu, je croyais que c'était un premier roman parce que c'est tellement retour aux sources, retour au traumatisme initial que ça faisait très très premier roman. C'est pas du tout une mauvaise chose, je trouvais que ça avait une vibe de premier roman. Par contre, pas du tout, je pense qu'il y en a écrit 20 donc... On n'est pas là-dedans, mais quand même, c'est assez autobiographique, du moins c'est ce que j'ai cru voir dans les entrevues par la suite. On va s'entendre, j'étais cliente pour ce type de roman-là. J'aime les romans qui ont une certaine part de nostalgie. J'aime aussi les constructions alambiquées et le stream of consciousness. Quoi qu'on soit pas totalement là-dedans, mais bon. Ceux qui ont lu vont comprendre. J'aime aussi quand le texte nous promène entre fantasmes, rêves, réalité, pensée. Ça me plaît tout ça. Donc, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce roman-là et c'est ce que j'ai aimé, même si c'est encore une fois un roman très très dur. Je pense que dans mes choix de la rentrée littéraire, j'ai juste choisi les trucs qui étaient les plus roughs. Donc, Youssef revient à Salé, qui est sa ville natale, qui était tout son monde, tout son univers. Tout était là-dedans, tout tenait là-dedans pour lui. Il a vécu son enfance, son adolescence. Comme je vous disais, il faisait pas bon à être gay au Maroc. C'était terrible, c'était péché, c'était haram. Par contre, ce qu'on faisait aux enfants gays, au vu et au su de tous, sans que personne ne fasse rien, oui, mais comment c'est possible? Donc, le destin des personnages gays dans ça, c'est... Oh mon Dieu, on comprend pourquoi ça prend tellement de place dans sa définition de lui-même. Puis, on comprend aussi sa vision un peu déformée de sa famille et du passé. Si on a un homme qui est blessé, il nous parle du poids de la famille, du poids des traditions, des façons de penser. Et ça explore aussi des fois la nécessité de partir pour survivre. On voit que même ceux qui étaient pas gays, des fois, il a fallu qu'ils fassent ça dans la famille, ils sont plus tous là. Il y a la voix des sœurs là-dedans qui ressemble presque à la voix d'un chœur antique. Ça peut être dérangeant parce qu'ils sont pas dépeints sous un très très beau jour, mais je pense qu'ils sont la voix de tout ce qui lui pèse dessus. Moi, je l'ai interprété comme ça plutôt que de la misogynie pure. Parce qu'ils sont pas fines, là. Ils sont pas fines, les sœurs. Par contre, on les revoit des fois un petit peu avant. On se dit peut-être qu'elles aussi ont été modelées par cette société-là. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le choix. En fait, oui, on l'a toujours, mais bref, c'était plus compliqué que ça.
J'ai aussi beaucoup aimé Najib, le premier amour de Youssef, qu'on voit par flashback et de toutes sortes de façons. C'était un homme qui était gay également et qui a essayé de faire ce qu'il pouvait pour s'en sortir, même s'il avait subi toutes les mêmes choses que Youssef, là. C'était normal. Du moins, à ce moment-là, à cet endroit-là. C'est ce qui est décrit dans ce roman-là. C'est hyper court, j'ai passé un très bon moment de lecture. Par contre, Floris, lui, n'a pas du tout aimé, il est resté complètement extérieur, comme de quoi on peut avoir des avis différents et comme de quoi c'est pas toujours moi la grosse grognonne. Avant-dernier roman, cette fois-ci, on quitte le Maroc, on s'en va en Égypte avec Au soir d'Alexandrie de Alaa El Aswany. De cet auteur-là, j'ai L'immeuble Jacobian dans ma pile depuis sa sortie, ça doit faire 20 ans. Et il faut pas se poser de questions, c'est la nouveauté que j'ai fini par lire et j'ai beaucoup aimé ça. C'est une de mes bonnes lectures de la rentrée littéraire. Si vous me suivez un peu, vous savez que j'aime les portraits d'époque, les portraits de groupes d'amis qui vont faire face à quelque chose. C'est ce qu'on a ici. On est dans les années 50, dans l'Égypte de Nasser. On est juste après la Révolution, dans une Alexandrie ouverte, cosmopolite, et dans le bar Artino se retrouve un groupe d'amis qui viennent d'un peu partout, d'horizons différents. Ils sont tous égyptiens, mais il y en a qui viennent d'ailleurs. Et ils viennent argumenter et philosopher autour d'un ou plusieurs vers. Ils sont pas toujours d'accord, notamment au sujet de Nasser, mais ils sont profondément amoureux de leur ville d'Alexandrie et de l'énergie qui s'en dégage. Par contre, le fameux leader charismatique a des côtés sombres également et il est prêt à manipuler plein de choses, dont la pensée, pour rester à sa place. Et ça va influencer tout ce beau petit monde-là. Est-ce que c'est la fin de l'ouverture d'Alexandrie? On se situe donc à l'époque où l'élan révolutionnaire devient de plus en plus répressif, où on est de plus en plus surveillé. T'sais, on est après la nationalisation du canal de Suez, ils ont mis bien des étrangers dehors, donc il reste une méfiance. C'est clairement un roman qui dépeint la fin d'une époque et moi, ce côté-là, ce côté nostalgique-là, ça vient me chercher. J'ai eu l'impression de voir une peinture en sépia s'animer. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir le contexte philosophico-politique de l'époque. Et j'ai également beaucoup aimé le portrait de ces personnages-là qui sont, ma foi, très imparfaits, mais qui vont se frapper le nez au mur, qui se durcit de plus en plus et qui vont devoir abandonner certaines de leurs illusions. On a donc une dame française qui tient une librairie, on a un entrepreneur qui est allé se former, il est égyptien, il est allé se former en Angleterre et là, il a une usine de chocolat qui réussit quand même assez bien. C'est une bonne personne, Tony. C'est vraiment une très bonne personne. On a un avocat, on a un artiste également qui ressent le besoin de rencontrer ses modèles pour faire un vrai tableau d'eux. Et c'est à travers leurs yeux qu'on va connaître Alexandrie, avec leur regard à eux, avec leur façon de voir les choses. Ça reste romanesque, mais on a une vraie critique sociale et moi j'ai été vraiment fâchée et touchée par le personnage de Khalil qui lui y croit encore. Il y croit à la révolution, il croit que c'est le bien avec un grand B et il fait des trucs, des fois oh mon Dieu, mais son évolution de personnage, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il voudrait que ça soit vrai, mais il se fait manipuler, puis on sent que la manipulation vient de très haut. Moi, j'ai sauté à pieds joints dans cette aventure-là. J'ai aimé visiter Alexandrie avec ces personnages-là. Oui, ça prend un moment avant de les connaître tous, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Dernier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Bajens de Delphine Minoui. Cette fois-ci, on s'en va en Iran. C'est une lecture que j'ai trouvée très forte et quand j'en ai parlé un peu, je me suis fait ramasser sur certains réseaux en privé, c'est sûr, là, ça s'est pas passé en public. Parce qu'on m'a dit que si j'avais apprécié ce roman-là, c'était que j'étais islamophobe, mais c'est juste que pour moi, c'est pas ça, l'islam. Mais qui suis-je pour parler? Je vous donne donc mon avis de femme blanche qui ne connaît rien à toute cette histoire-là, à part ce que j'ai lu dans d'autres romans, et c'est ça. Je ne prétends pas que ce livre-là reflète le vécu de toutes les femmes en Iran. D'ailleurs, même si notre personnage principal est une adolescente rebelle, il y a quand même des choses qui montrent différents points de vue. Mais moi, sachez que j'ai interprété ce roman-là comme un roman féministe qui prône le droit des femmes de choisir ce qu'elles foutent avec leur corps et avec leurs vêtements. Non seulement avec leurs vêtements, mais avec leur vie, parce qu'à certains endroits du monde, c'est épouvantable ce qui arrive aux femmes et la répression qu'elles subissent au quotidien. Je dis ça des femmes, je pourrais dire également la même chose pour les personnes queer. Vous me direz peut-être que c'est un point de vue colonialiste, peut-être, mais ça vient me chercher.
je peux pas croire qu'on est en train de faire ça à une grande partie de la population dans l'indifférence générale des gens de ce pays-là, là. Je peux pas croire que tu vois ça puis que tu fais rien. Mais bon, encore une fois, c'est mon regard biaisé. Voilà. L'autrice est journaliste, elle est de père iranien, elle est de mère française, elle a travaillé en Iran. Ça, c'est le contexte. Et maintenant, nous allons parler du roman, pas du truc politique et de la question de racisme et d'islamophobie qui pourrait poindre sous mes paroles. Si ça arrive, je m'en excuse. Ce n'est pas ce que je veux. Je suis désolée. Notre personnage principal s'appelle Zara, c'est une adolescente, elle a 16 ans. Et à 16 ans, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on fait? On se révolte, on veut être libre et c'est ce que souhaite notre belle Zara qu'on appelle Badjens. Badjens, c'est le surnom que sa mère lui donne et ça veut dire mauvais genre. Badjens, elle est fâchée. Elle est fâchée contre la société qui l'oblige à porter le voile, mais pour elle, c'est le symbole de l'invisibilisation des femmes. Je l'ai eu, ça fait plusieurs fois que j'essaie de le dire. Et oui, elle préférait pas porter le voile. Et au début du roman, on la voit monter sur une benne à ordures pour brûler le dit voile. Mais moi, je l'ai vraiment vu comme étant symbolique du fait de demander aux femmes quelque chose d'impossible. On veut les faire taire, on veut les cacher, il faut qu'elles arrivent vierges et pures au mariage, mais d'un autre côté, on les laisse se faire violer, on ferme les yeux là-dessus, puis c'est de leur faute. Bien entendu que c'est de leur faute, ces pauvres hommes qui n'ont pas su résister. Moi, ce discours-là, je ne peux pas. Tu sais, je crois sincèrement que les mecs sont plus intelligents que ça. Mais bon. En plus, à la maison, c'est pas juste. Son père, il se fout d'elle éperdument. Il la voulait pas. Le traitement qui est accordé à son petit frère versus le sien, c'est deux mondes. Lui, il a tout, c'est un pacha. Elle, sa mère, essaye de lui rendre la vie plus douce, mais il n'y a rien qui est simple. On a une mère aussi qui aurait voulu autre chose de sa vie, mais qui doit porter un masque au quotidien, mais on sent que ça bouillonne derrière, là. On a donc ce personnage-là qui est dans cette situation-là, qui est un peu une poudrière, et va arriver le meurtre de Mahsa Amini, et il va avoir le soulèvement des femmes en Iran qui a été, encore une fois, fortement réprimé. Moi, c'est un moment que j'avais trouvé extrêmement touchant dans l'histoire et qui m'avait fait fâcher également. Elle va embarquer là-dedans parce qu'elle va avoir une prise de pouvoir possible. Elle veut faire entendre sa voix. Elle est indignée. Elle va droit au but. Elle veut croire en ses rêves. Elle veut croire à un autre possible pour elle et toutes ses sœurs iraniennes. Je sais qu'on n'est pas dans la nuance, mais par contre, à un moment donné, dans une discussion avec sa grand-mère qui lui dit « Mais moi, j'avais des amis là, qui ont été obligés d'enlever leur voile. Il y avait l'impression de sortir tout nu. C'était horrible aussi. » Ben oui, quand est-ce qu'on va foutre la paix aux femmes? Excusez, ça me fait fâcher. Je pense que vous le voyez. C'est un texte brut, c'est un texte sensible, ça ne fait pas dans la nuance. Je pense que je l'ai dit, hein. J'ai beaucoup aimé ça, je regarde ce qu'on fait aux femmes présentement, entre autres en Afghanistan, en Iran, je trouve ça inacceptable. Puis oui, ici, il s'agit d'islam, mais toutes les grandes religions s'entendent, presque toutes, ok, je vais pas généraliser parce que je les connais pas toutes, mais ils s'entendent toutes pour traiter les femmes comme des carpettes. On se rappelle de nos grands-mères il y a pas si longtemps, du moins ici, il fallait qu'ils arrêtent l'école en 7e année parce qu'il fallait qu'ils s'occupent des petits frères, c'est important qu'eux autres soient bien éduqués, mais c'est ça, il fallait qu'ils se marient puis qu'ils pondent bien des flots pour propager la foi catholique, si c'était catholique. Bref, je suis craquée. C'est le temps que j'arrête de parler et je vais prendre une gorgée. J'ai une tisane. Alors voilà, je suis calmée. C'était la fin de cette diatribe et la fin de ce bilan de mes 9 dernières lectures de la rentrée littéraire 2024. Les prochains seront dans mes bilans lectures réguliers. Hey, ça achève! On arrive bientôt au top. J'ai tellement hâte de faire ça. J'ai aucune idée. Je me réserve la surprise à moi-même jusqu'à la fin. Oui, on est mi-octobre. Je sais, je suis toujours d'avance. Comme vous savez, ce que j'aime, c'est les commentaires. Il y a des romans que j'ai aimés, il y en a d'autres que j'ai moins aimés. J'aimerais ça avoir votre avis sur le dernier roman sur Badjens. Même si on n'est pas d'accord, si on est capable de se parler poliment, je veux en parler, je veux voir différentes façons de voir les choses. Je suis pas du tout fermée à ça, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également liker la vidéo ou même la unliker si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ça me dérange pas. J'accepte très bien qu'on ne soit pas d'accord avec moi. Vous pouvez également la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine!